Donc, j'appelle maintenant Victoria Tessier. Les particules d'usure de polyéthylène oxydé induisent plus d'inflammation in vivo que les particules conventionnelles dans un modèle murin. Bonsoir, chers membres du jury, chers professeurs, chers collègues. Je suis ravie d'avoir été sélectionnée pour cette journée et on va parler un petit peu d'orthopédie et des particules d'usure de polyéthylène. L'arthroplastie totale de hanche est le traitement de référence des arthropathies évoluées et avec plus de 1 million de causes par an dans le monde et plus de 150 000 par an en France, ça a été classé comme l'intervention du siècle par le Lancet, bien que ce soit une intervention avec d'excellents résultats fonctionnels. On a quand même quelques soucis liés aux prothèses et notamment liés aux particules d'usure de polyéthylène qui sont issues du couple de frottement métal-polyéthylène de l'articulation prothétique et qui génèrent à la fois une inflammation locale et une ostéolyse périprothétique, c'est-à-dire la destruction du stock osseux autour des implants, qui à terme conduit au dessalement aseptique de la prothèse et à la reprise chirurgicale qui est techniquement plus compliquée et grevée d'une morbimortalité bien plus élevée, tant au plan infectieux qu'au plan fonctionnel de la prothèse avec plus de luxation et de moins bons résultats fonctionnels. Les particules d'usure vont directement activer les ostéoblastes et le système ostéoclastique et également activer les macrophages qui, via des cascades inflammatoires médiées par des cytokines pro-inflammatoires, stimuler également la différenciation ostéoclastique et la destruction du stock osseux autour de la prothèse. Il existe donc un cercle vicieux à l'origine duquel se trouvent les particules d'usure qui vont être phagocytées par des macrophages dans l'environnement de la néoarticulation, à l'origine d'une inflammation avec des espèces réactives de l'oxygène et du nitrogène qui vont activer les cytokines pro-inflammatoires, responsables donc de l'activation ostéoclastique et de l'ostéolyse périprothétique. Une fois que la cinématique de la prothèse est modifiée à cause de la destruction du stock osseux et donc la perte de stabilité des implants, on arrive au stade de dessalement aseptique de la prothèse et une prothèse décellée génère beaucoup plus de particules d'usure, donc le cercle s'auto-entretient. De manière à limiter ces effets, les voies de recherche se portent principalement sur la diminution de production des particules d'usure, mais également sur la diminution de la réactivité de ces dernières dans l'environnement prothétique. Pour diminuer la production de particules d'usure, on essaye d'augmenter la résistance à l'usure du matériau, ce qui s'appelle la réticulation. Et pour diminuer la réponse inflammatoire liée aux particules d'usure, plusieurs techniques existent, notamment des traitements thermiques et l'adjonction de molécules antioxydantes au polyéthylène visant à diminuer les propriétés inflammatoires des particules. On sait plusieurs choses sur les particules d'usure, c'est quelque chose qui est largement étudié, d'autant que le couple métal-polyéthylène reste encore le gold standard du couple de frottement dans les prothèses de hanche. On sait que le polyéthylène conventionnel induit une réaction inflammatoire in vivo. On sait également que le polyéthylène hautement réticulé, donc ce polyéthylène dont la résistance à l'usure a été augmentée, induit une réaction inflammatoire moins intense in vivo que le polyéthylène conventionnel. On sait que l'adjonction d'antioxydants à du polyéthylène rendu plus solide par réticulation induit une ostéolyse in vivo moins importante, mais qu'il n'y a pas de franche différence sur les modèles in vitro sur l'adjonction d'antioxydants à un polyéthylène hautement réticulé sur l'activité inflammatoire et ostéolytique. On s'est donc posé la question de savoir s'il existait une relation entre l'ostéolyse et l'inflammation et le caractère oxydé ou non des particules d'usure de polyéthylène, c'est-à-dire prendre le problème à l'inverse, et plutôt que de regarder si le fait d'adjoindre un antioxydant était à l'origine d'une réponse inflammatoire et ostéolytique in vivo moindre, de prendre le problème à l'inverse et non pas d'étudier si l'adjonction d'antioxydants est à l'origine d'une réponse in vivo moindre, mais plutôt de voir si les particules oxydées induisaient plus d'ostéolyse et plus d'inflammation. Et donc, c'est la question principale de notre travail, de comparer les particules d'usure de polyéthylène oxydées versus non oxydées. Comment a-t-on réalisé cette étude? On a utilisé un modèle murin qui est validé et reproductible, utilisé par toutes les équipes qui travaillent sur l'ostéolyse périprothétique dans le monde,
qui est un modèle murin avec des souris C57 Black 6, chez lesquelles on implante au contact de la calvaria, donc l'os du crâne, des particules d'usure de polyéthylène. Et dans le protocole, on a un groupe sham, donc témoin, chez qui on n'implantait pas de particules, et donc qui était notre contrôle négatif, chez qui aucune inflammation et aucune ostéolyse n'était attendue. Un groupe contrôle polyéthylène non oxydé, chez qui on attendait une inflammation et une ostéolyse qui étaient connues et qui avaient déjà été testées au préalable dans le laboratoire, et notre groupe d'essai qui était le groupe polyéthylène excidé. On avait vérifié au préalable par spectroscopie infrarouge le caractère oxydé des particules qu'on allait implanter, avec le pic d'absorption du groupe carbonyle. Est-ce que je peux pas le remettre? Hop. Super, merci beaucoup. Le pic d'absorption du groupe carbonyle, qui est le petit pic rouge, j'ose pas trop retoucher, entre 1500 et 2000. On a, après implantation, fait un suivi longitudinal in vivo de l'inflammation et de l'ostéolyse chez nos animaux, et après sacrifice, des analyses ex vivo de ces mêmes paramètres d'intérêt. On a donc, pour le suivi de l'inflammation in vivo, réalisé des protocoles de bioluminescence in situ in vivo, et pour l'ostéolyse, des microscanners in vivo, longitudinaux, chaque souris étant son propre témoin au cours du temps. Après sacrifice, on a fait des analyses microscanographiques plus précises qui n'étaient pas réalisables in vivo du fait des durées d'acquisition, et également des mesures d'expression génique par RT-PCR et d'une analyse immunohistochimique et histologique. La bioluminescence repose sur l'utilisation d'une sonde qui va se fixer avec une très forte affinité sur les espèces réactives de l'oxygène et du nitrogène qui sont libérés lors de phénomènes inflammatoires et qui, captés par une caméra spéciale, donne un profil luminescent qui peut être mesuré au sein d'une région d'intérêt, dans notre cas qui était à l'endroit où nous avions implanté les particules. En ce qui concerne les résultats, comme attendu dans le groupe sham, on n'avait pas d'inflammation. Dans le groupe polyéthylène conventionnel, on avait une inflammation qui s'élevait au cours du temps et qui était comparable aux données antérieures du laboratoire. Et dans le groupe oxydé, qui était le groupe à l'étude, on a également eu une augmentation de la bioluminescence in vivo, donc indirectement une augmentation des phénomènes inflammatoires in vivo, qui était statistiquement supérieure à celle du groupe non oxydé. On peut donc dire que les particules oxydées induisent une réaction inflammatoire plus intense que les particules non oxydées in vivo. En ce qui concerne l'analyse de l'ostéolyse, par microscanner in vivo et ex vivo, donc vous voyez des reconstructions ici chez la même souris à J1, J3, J5 et J7. On a observé une diminution du volume osseux relatif in vivo chez les souris à partir du 7e jour, sans qu'il y ait de différence significative en fonction du type de particules implantées, mais avec une différence versus le groupe sham. En ce qui concerne l'analyse de l'ostéolyse ex vivo, on a eu des résultats qui étaient assez similaires, donc un volume osseux relatif diminué dans les groupes implantés par rapport aux groupes non implantés, mais sans différence en fonction du type de particules qui avaient été implantées. L'expression génique des marqueurs de l'inflammation et de l'ostéolyse a été analysée par RT-PCR qui donc permettent de mesurer l'expression des gènes d'intérêt. On n'avait pas de différence significative tant sur les marqueurs anti-inflammatoires que pro-inflammatoires, ni sur les marqueurs de l'ostéolyse, et notamment le rapport Rankel sur ostéoprotégérine, qui est un marqueur de l'activité ostéoplastique de la cellule, qui est attendu comme plus élevé lorsqu'il y a une activité ostéolytique. Cependant, ces résultats sont à pondérer par le fait qu'on a eu une très grande variabilité des résultats intra-groupes, pour lequel on va répéter les analyses au cours de projets ultérieurs. Mais donc la tendance était sans différence significative, quel que soit le type de particules implantées, tant sur l'inflammation que sur l'ostéolyse. Au plan histologique, on a eu de très belles images avec l'apparition dans les groupes implantés, au contact de la zone d'implantation, d'une prolifération cellulaire qui est compatible avec les profils inflammatoires in vivo que nous avions retrouvés. On a également réalisé une coloration spécifique qui s'appelle la coloration TRAP, qui permet de marquer les ostéoclastes. Et une fois encore, dans les groupes implantés par rapport au groupe sham,
on avait des petits marquages, tous les petits points rouges correspondent à ces zones d'activité ostéoclastique qui donc malheureusement n'ont pas été confirmées par l'analyse PCR mais qui histologiquement étaient évaluables à l'œil nu. On a donc des résultats qui vont dans le sens de la littérature, à savoir qu'il semble que l'oxydation est associée à des phénomènes inflammatoires in vivo plus importants, sans pour autant qu'il y ait de différence sur l'ostéolyse. C'est un sujet qui a été largement étudié tant dans le cadre de recherches fondamentales que de publications nationales et internationales, au sein du laboratoire dans lequel j'ai fait mon master, mais également par d'autres équipes, qui tendent tous à dire que même si on n'arrive pas à déterminer si le fait d'adjoindre un anti-inflammatoire au polyéthylène aurait un véritable intérêt sur la gestion de l'inflammation et de l'ostéolyse périprothétique, il semble quand même qu'un polyéthylène qui résiste à l'usure grâce à la réticulation et qui résiste à l'oxydation grâce à l'adjonction de molécules inflammatoires soit le polyéthylène de choix à implanter chez des patients pour avoir une durée de vie des arthroplasties de hanche la plus longue possible. Donc, la conclusion la réponse à la question que je me posais était que les particules d'usure oxydées induisent plus d'inflammation in vivo que les particules conventionnelles dans un modèle murin. Et les perspectives de ce travail sont multiples. Déjà, la perspective de comprendre la variabilité des données que nous avions sur la PCR et donc de répéter ces mesures à des temps différents, parce que là on a fait une mesure uniquement après sacrifice des animaux, mais peut-être que répéter dans le temps permettrait de voir une cinétique d'expression de ces marqueurs qui ne seraient pas décelables au moment où nous avons fait les analyses. Également de confirmer ces données géniques par des données protéiques et donc de faire des ELISA pour observer le nombre et la présence ou non des protéines elles-mêmes de l'inflammation et de l'ostéolyse. Enfin, de réaliser tout un volet in vitro avec l'utilisation d'un anti-inflammatoire, enfin d'un anti-TNF-alpha comme traitement médical de l'ostéolyse, de manière à essayer de reculer le plus possible les révisions chirurgicales pour dessalement aseptique. Et enfin, on a développé un modèle, on utilise un modèle développé de pompe à délivrance continue de particules d'usure de polyéthylène, puisque la limite majeure du modèle de Calvaria murin est que la Calvaria est un os plat non portant, non articulaire, qui n'est donc pas soumis aux contraintes auxquelles sont soumises les particules d'usure de polyéthylène dans une hanche prothétique. Je vous remercie de votre attention et je remercie Morad Bensidoun qui m'a encadré toute cette année au BZOE, qui me fait le plaisir d'être là ce soir. Victoria, merci, c'est un très beau travail. Merci, monsieur. Qu'est-ce que je vais vous poser comme question, Victoria? Vous les avez déjà posées toute l'année. Vous allez me parler de la céramique et vous allez me... Mais oui, vous pourriez devant les académiciens ici présents, dire qu'il y a un matériau qui ne donne ni ostéolyse ni réaction inflammatoire, c'est la céramique, qui s'appelle la céramique. Je pourrais dire ça et je pourrais aussi vous dire que la céramique comme le métal polyéthylène sont deux couples de frottement qui sont tous les deux, qui ont fait la preuve de leur efficacité, qui restent chirurgien dépendants et que la céramique conserve quand même quelques situations dans lesquelles elle n'est pas implantable, notamment en ce qui concerne la fixation des implants. Oui, non, enfin, je dirais plutôt patient-dépendant, c'est-à-dire des patients qui méritent un matériau et d'autres qui ne le méritent pas. Enfin, je dirais plutôt ça. Ceci dit, c'est un joli travail et j'apprécie que vous le fassiez avec Moussa. Voilà, Moussa Badouche. Bon, je vais compléter à la fois la présence de M. Sodel et à la fois de la vôtre. Quid actuellement des données cliniques sur l'ensemble des prothèses totales dans les registres soft-cut et autres sur les durées de vie à long terme entre céramique, oxydant, pas oxydé? Puisque, si vous voulez, c'est une des questions que qu'on est en train de défendre de façon dramatique les registres, parce que c'est un vrai souci. Et moi, j'y connais rien en prothèse blanche. Je veux dire, la réflexion qu'on a, c'est est-ce qu'avec un recul maintenant de plus de 30 ans, qu'est-ce que je dis 30 ans, 50 ans, le travail de la famille Jude et autres, qu'on n'arrive pas, peut-être en utilisant même les données
PMSI, enfin du FNIRAM, etc., à donner un petit peu les durées de vie des prothèses. Est-ce que c'est M. Sedel ou vous qui répondez? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a une idée, ou en dehors du fait que nous, qui nous connaissons pas bien et qui savons, on a un peu l'impression, quand on n'est pas orthopédiste, que chacun met un peu sa prothèse en disant « My prothèse is the best ». Et puis voilà, je pose cette question un peu provocatrice, mais j'aimerais avoir votre avis. Non, vous avez totalement raison. Alors il y a deux volets de réponse à votre question. Le premier volet de réponse, c'est qu'ici en France, on est beaucoup moins rigoureux que nos collègues, notamment suédois et norvégiens, qui ont des registres et qui ont l'interdiction d'implanter un dispositif implantable si l'implant n'est pas rentré dans une base de données. On y tend de plus en plus avec, notamment pour ceux qui opèrent, quand on fait le codage CCRM et qu'on doit cocher un DMI a été posé, mais on coche tout le temps je validerai ultérieurement et personne ne valide jamais. Il faudrait peut-être sévir un petit peu là-dessus pour avoir effectivement une base de données qui soit nationale et qui soit exploitable. Le second volet, effectivement, c'est que la chance qu'on a, je pense en chirurgie et plus particulièrement en orthopédie, qui est le domaine que je connais un peu plus, c'est il y a beaucoup d'implants, il y a beaucoup de matériaux, il y a énormément de choses et il y a une liberté effectivement des chirurgiens de poser le matériel qu'ils souhaitent. Et plutôt qu'un registre national, c'est vrai qu'on a souvent des reculs, mais qui peuvent concerner un très grand nombre de patients. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'implant ou de couple de frottement qui soit meilleur que l'autre, comme il n'y a pas de voie d'abord chirurgicale, notamment en chirurgie de la hanche, qui soit meilleure que l'autre. Je pense que l'important, c'est d'avoir un opérateur qui connaisse parfaitement sa voie d'abord, qui connaisse parfaitement le matériel qu'il implante, et voilà, c'est-à-dire poser de l'alumine par voie antérieure, quand on sait très bien le faire, c'est très bien, et mettre du métal polyéthylène par voie postérieure quand on sait parfaitement le faire. Je pense que les deux patients iront aussi bien le même nombre d'années. C'est quand on commence à dévier un peu ce qu'on sait faire que les choses se passent moins bien. Merci de cette réponse auquel je rajouterais que vis-à-vis des médias et du public, quand on a eu tous ces débats qui existent, nous on est complètement branchés dedans, des DMI, il faut parler à la fois du DMI et de la façon de le mettre. Oui. C'est une remarque qui est très importante, parce que quand on a vous devez regarder comme moi le cache investigation, donc c'est quand même effrayant. Et c'est vrai que l'Europe du Nord est bien mieux organisée que nous. En vasculaire, on a le même problème qu'en orthopédie. On met plein d'implants, des endoprothèses, des stents, etc. Alors, actuellement, ça doit être pareil pour vous, mais actuellement, les sociétés qui commercialisent certains implants sont obligées de faire des registres sur plusieurs années, mais c'est des registres qui sont limités, qui sont des échantillons qui tentent d'être représentatifs de l'activité en France. Ils vont prendre des centres universitaires, des centres privés, des gros centres, des petits centres, etc. et en tirer, si possible, des conclusions. Il faut voir s'il y a des prothèses qui se fatiguent plus vite que d'autres, ce qui posera des problèmes d'autorisation, de remboursement des prothèses mises sur le marché. Mais je pense que la bonne attitude, c'est les Suédois qui ont alors je ne suis pas au Danemark, mais en Suède, je connais bien en vasculaire, ils ont un registre national de tout ce qui est opéré et ils sont obligés de faire un suivi, sinon le centre est discrédité, il n'a plus le droit d'opérer. Oui, si je peux me permettre encore, on a un peu de temps, je ne sais pas, on n'a plus de temps, je ne sais pas rien. Je dis, le registre suédois, je le connais parfaitement depuis 40 ans, il a des problèmes, il a des limitations terribles, parce qu'il n'utilise pas certains produits, mais demandez à un Suédois ce qu'il dit à ses malades. Demandez-lui, est-ce que votre malade a le droit de jouer au tennis? Est-ce qu'il a le droit de faire du ski? Est-ce qu'il va vous dire non? Il va vous dire non, c'est-à-dire qu'il va vous dire, moi je mets depuis toujours une prothèse effectivement métal polyéthylène, j'ai de très très bons résultats, mais il ne peut plus travailler, et encore chez les jeunes, je discute une arthrodèse de hanche. Même si vous savez ce que c'est qu'une arthrodèse de hanche, c'est pas drôle. Voilà, donc nous on a, alors c'est l'édition que j'ai avec mes amis suédois qui reconnaissent qu'il y a des limitations. Dans le registre suédois des prothèses, des résultats avant 55 ans, je ne sais pas si tu as regardé déjà, il y a des cours, avant 55 ans, c'est 25% d'échecs à 10 ans. Alors effectivement, chez les personnes âgées, c'est très bon, mais c'est 25% d'échecs à 10 ans, c'est énorme. Les registres australiens ou anglais qui mettent des prothèses céramiques avec à côté du plastique, ils te disent que chez les jeunes, tu restes à 5% d'échecs à 10 ans. Donc c'est... Il faut rentrer un peu dans les détails. Après, il y a tous les industriels qui sont derrière, qui ont leur besoin à eux de vendre des prothèses qui ne leur coûtent rien à fabriquer et qui vendent quand même très cher. Ça, c'est les Américains qui sont comme ça.
et qui ne voient pas les avantages, ils ne veulent pas voir et ils ont peur des avocats et tout ça. Bon, donc c'est compliqué. Mais tu as raison de dire qu'avant tout, c'est le chirurgien qui compte, quoi. C'est ce qui sait mettre en place qui est important. Parce on sait tous que tous ces matériaux, c'est comme une bagnole, c'est un truc mécanique, donc fatalement ça s'use. Donc le truc, c'est de savoir est-ce qu'il y en a qui s'usent un peu moins que d'autres. Et la seule façon de répondre, c'est d'avoir une vision globale de ce qu'on fait, quoi. Je voudrais juste rajouter un commentaire à ce qu'a dit Laurent. Il ne faut pas critiquer les registres. Il faut critiquer la stratégie qui est pratiquée dans les pays scandinaves. Mais la qualité du registre, c'est quand même un point important. Alors, dans le registre scandinave, c'est très intéressant. En Suède, ils démontrent que les plus mauvais, parce qu'ils évaluent aussi les services, les chirurgiens, ils trouvent que les plus mauvais, c'est les grands services universitaires. Mais après, quand ils expliquent ça très bien, c'est que c'est là que vont les malades les plus compliqués. Donc, ils ont les plus mauvais résultats. Bon, est-ce que c'est intéressant? Enfin, on s'en doutait un peu. Voilà. Bravo. Merci.